Bonjour à tous, bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui donc pour un webinaire sur la thématique notamment des finances publiques. Alors, vous avez écrit de nombreux ouvrages et sur beaucoup de thèmes, donc sentez-vous libre aussi de parler de tous les sujets que vous jugez importants, d'actualité, les plus importants pour vous. Alors, je vous présente en deux mots, mais c'est vraiment un court résumé. Vous êtes présidente de l'IFRAP. Vous avez votre dernier livre, si je ne me trompe pas, c'est Le vrai état de la France, aux éditions de l'Observatoire. Et vous parlez notamment de la nécessité de réduire les dépenses publiques afin de contenir les déficits et le déficit public et la dette publique. Et vous avez écrit de nombreux autres livres, comme La France peut-elle tenir encore longtemps, Va dans le mur, 60 milliards d'économies, entre autres. Oui, vous les Voilà. connaissez tous. Voilà. Donc voilà, c'est à vous pour 25-30 minutes de propos de votre part avant de prendre quelques questions des participants via le chat ou en demandant Mais la parole on par le peut standard. quand même ajouter que Agnès a succédé à notre camarade Bernard Zimmer. Oui, tout à fait. Absolument. Notre cher Bernard. Tout à fait. Bonjour à tous et merci d'être là. Je suis très heureuse de parler un peu avec vous ce soir de toutes ces questions qui me tiennent à cœur autour de ce qui a été évoqué précédemment, les finances publiques, la situation de notre pays. Alors, j'ai sorti là, dernièrement un livre qui s'appelle Le vrai état de la France. Et j'ai sorti ce livre, pourquoi? Parce que je considère que avec l'équipe de la Fondation IFRAP, on s'est souvent rendu compte qu'il y avait un grand décalage entre le diagnostic qui était posé avant l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement et ce qui était la réalité de la France. Alors, on l'a vu avec François Hollande, quand il arrive au pouvoir, je pense qu'il n'avait absolument pas intégré le fait que Nicolas Sarkozy et son équipe avaient beaucoup augmenté les impôts en fin de quinquennat vers les années 2011 et ensuite 2012. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on était suite à une crise et qu'on avait vu ce rabotage des niches fiscales qui était en fait une augmentation de la pression fiscale, cette hausse par exemple de la CSG-CRDS sur les revenus du capital, vous vous en souvenez. Et finalement, quand François Hollande arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente encore les impôts et donc derrière, ça cale, on n'a pas les emplois créés qu'il faut, on n'arrive pas à inverser la courbe du chômage. Voilà un premier exemple. Deuxième exemple, quand Emmanuel Macron arrive au pouvoir en 2017, il croit vraiment, j'en suis persuadée, qu'il n'y a pas besoin de repousser l'âge de départ à la retraite parce qu'on n'aura pas de problème de financement des systèmes de pension. C'est d'ailleurs écrit dans un rapport du Conseil d'orientation des retraites à l'époque qui dit que finalement, on n'a pas tellement besoin de rechercher des financements supplémentaires parce que nos systèmes de pension vont être équilibrés. Eh bien, en réalité, quelques mois plus tard, un autre rapport du corps montrait qu'on irait vers un niveau de déficit de l'ordre de 10 milliards d'euros par an dans les prochaines années. Donc, vous voyez, l'idée, c'est de dire attention, il faudrait partir sur les bonnes bases pour faire les bons diagnostics et faire derrière les bonnes propositions. Parce que si on n'a pas les bons diagnostics, on ne peut pas faire ensuite les bonnes propositions. Donc, dans mon livre, j'ai voulu alerter sur plusieurs choses. Je ne vais pas pouvoir tout dire parce qu'il y a plus de 30 chapitres, mais j'ai voulu expliquer que nous avions déjà un souci sur la richesse par habitant, c'est-à-dire notre richesse nationale qui finalement fait que même si elle n'a pas baissé en valeur, évidemment, on a décroché par rapport à d'autres pays en PIB par habitant. On était dans les 11e au début des années 80 au niveau mondial en richesse par habitant. Eh bien, aujourd'hui, on est 23e et donc on voit qu'on a perdu des places dans le concert des nations en richesse par habitant. Et dernièrement, j'évoquais ça avec une journaliste danoise qui me disait, mais finalement, la France ne va pas si mal, etc. Et je lui disais, attention, nous, on est à 39 000 euros de richesse par habitant. Notre PIB par habitant, c'est 39 000 euros. Vous, au Danemark, vous êtes à 61 000 euros par habitant. Donc, on a quand même une énorme différence de richesse par habitant entre ce qui se passe au Danemark et ce qui se passe en France. Et dans bien d'autres pays, c'est très supérieur à la France. En Allemagne, c'est 46 000 euros. Et pourtant, l'Allemagne a eu à absorber l'Allemagne de l'Est. Vous vous en souvenez? Donc, la question, c'est vraiment comment on a fait pour arriver à cette situation d'avoir un niveau de richesse par habitant qui est très inférieur à ce qu'on devrait connaître en France. On devrait être dans les 50 000 euros au moins par habitant, voire 60 000. Et donc là, la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, j'explique dans ce livre qu'on a une sorte de
de triple problème, qui est que nous sommes le pays qui dépensons le plus, qui taxons le plus et qui travaillons le moins. Et qu'à un moment, cette équation ne peut pas tenir et ne peut pas nous permettre de relever les défis pour la France que nous avons à relever dans les prochaines années. Alors, sur les impôts, j'explique dans tout un chapitre sur le sujet qu'à la fois, nous avons des impôts qui pèsent énormément sur les ménages. Et là, je montre qu'entre 2017 et 2019, on a eu une augmentation en valeur, mais aussi en pourcentage par rapport au revenu brut disponible des ménages de la fiscalité directe des ménages, qui est passée de 250 milliards d'impôts directs au total, c'est-à-dire entre l'impôt sur le revenu, la CSG, taxe d'habitation, taxe foncière, impôt sur les successions, donations et impôt sur la fortune devenu ensuite IFI. On était à 250 milliards de recettes en 2017 et nous étions à 275 milliards. Donc, on voit qu'on a 25 milliards de hausse en 2 ans. Alors, bientôt, on aura les chiffres de 2021 et on pourra montrer ce qui s'est passé entre 2017 et 2021. On a choisi de ne pas avoir une année 2020 sur laquelle on était trop focalisé. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, cette année 2020, elle est particulière, on le sait, et donc on s'est concentré sur année 2017-2019 et bientôt on fera un focus sur 21 pour avoir une vision un peu du quinquennat. Ensuite, on a toute la fiscalité sur les entreprises qui est énorme. On a 140 milliards, et ça je le montre dans le livre, dans tout un tableau, 140 milliards d'impôts payés en plus par nos entreprises par rapport à la moyenne des entreprises, la moyenne des pays zone euro hors France. Et là, c'est un choc fiscal sur nos entreprises qui pèse beaucoup trop lourd. Alors, c'est moitié cotisation employeur supplémentaire, moitié taxe de production. Alors, ça fait des années qu'on en parle à la Fondation IFRAP. Certains qui sont ici, là, aujourd'hui, connectés, le savent bien. Je vois Jean-Michel Yolin et bien sûr Hubert Lévy-Lambert. Et donc, le sujet, c'est qu'à un moment, on ne peut pas être compétitif avec autant de boulets fiscaux qui, finalement, sont pesant principalement sur nos entreprises. Parce que même si nos ménages sont très imposés, ils sont relativement imposés peu ou prou, à peu près comme la moyenne des autres pays, tandis que nos entreprises sont vraiment surimposées par rapport à la moyenne des entreprises des pays qui nous ressemblent. Alors, d'ailleurs, ça entraîne quelque chose sur le pouvoir d'achat des Français, parce qu'en ce moment, on parle énormément de pouvoir d'achat. Et on nous dit, finalement, l'inflation est terrible pour beaucoup de ménages. C'est tout à fait vrai, on y reviendra tout à l'heure. Mais il faut savoir que quand un employeur, en France, le patron paye 100 € pour un salaire moyen français, c'est-à-dire autour de 52 000 €, toutes charges confondues, du super brut, à la fin, dans la poche du salarié, il y a environ 47 €. Alors que dans l'Union européenne, en moyenne, c'est 58 €. Alors qu'en Espagne, c'est 60 €. Alors qu'en Suisse, c'est plus de 70 €. Donc là, on a un vrai souci de capacité d'arbitrer sur ses revenus de tout un chacun quand il est salarié. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aussi montrer, c'est-à-dire que nous avons un modèle social qui pèse énormément sur la part arbitrable de nos revenus et qui, à un moment, fait qu'à force de vouloir nous protéger tellement, il nous empêche de pouvoir arbitrer les revenus du travail. Et ça, c'est un élément qu'il faudra vraisemblablement débattre dans les prochains mois. On est en train de préparer toute une étude sur ce sujet parce qu'on ne peut pas être le pays où finalement la part arbitrable du revenu est la plus ténue, la plus réduite. Et ça pose la question en face de comment sont dépensés finalement les deniers publics sur le volet du social. Et ça, c'est un élément très important puisque dans les prochaines semaines, il va y avoir des arbitrages sur des dépenses supplémentaires. On le sait, dans la loi pouvoir d'achat, ça va être de l'ordre de 20 milliards d'euros supplémentaires qui vont être décidés cet été. Ces 20 milliards, eh bien, en face, il faudrait qu'on ait aussi des propositions pour dépenser moins à terme. C'est pour ça que nous, à la Fondation IFRAP, nous appelons à ce que la réforme des retraites, le report de l'âge à la retraite à 65 ans, la décision soit prise dans les 100 premiers jours, c'est-à-dire d'ici la fin septembre. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas aligner les dépenses supplémentaires et les voter tout de suite
et repousser les décisions importantes, comme celle de repousser l'âge de la retraite, mais aussi peut-être de réformer encore plus l'assurance chômage, mais aussi peut-être de dire que, comme dans les pays du nord de l'Europe, on va enfin proposer qu'il y ait à la fois des droits, mais aussi des devoirs, et que quand on vous propose un emploi et que vous êtes aux minima sociaux, ben, si vous les refusez, vous refusez plusieurs emplois, à ce moment-là, on peut peut-être baisser vos minima sociaux, voire les supprimer après plusieurs refus. C'est ce qui se passe dans certains pays du nord de l'Europe. Donc là, il y a tout un débat à avoir sur le modèle social français, surtout qu'on est en pleine pénurie par rapport aux embauches. Hein. Vous avez vu dans la restauration, vous avez vu aussi dans les services publics, à l'école, dans les hôpitaux. Et on voit qu'on a un énorme paradoxe. On a quand même toujours beaucoup de chômeurs. Le décompte pour 7,3% de chômage, vous le savez, c'est à peu près 2 millions de personnes qui sont comptabilisées comme chômeurs. Mais en fait, autour de ce chômage-là, il y a un halo du chômage, alors peu ou prou 2 millions de personnes, peut-être 1,8 million de personnes en ce moment, qui ne sont pas comptées comme chômeurs, mais qui néanmoins n'ont pas d'emploi en ce moment. Alors, sont peut-être pas disponibles dans les 15 prochains jours, n'ont peut-être pas fait une démarche active de recherche d'emploi dans les 4 dernières semaines, mais néanmoins sont quand même assimilables aussi à des demandeurs d'emploi. Là, ça pose la question de qu'est-ce qu'on comptabilise dans le chiffre du chômage. Et si on additionne le halo du chômage et le chômage en France, on est autour de 12% de chômage, y compris halo du chômage. Et si on additionne cela en Allemagne, on est autour de 7%. Donc, vous voyez qu'on est encore très, très loin quand même du plein emploi et qu'on aurait vraiment la possibilité de faire en sorte que beaucoup plus de personnes soient embauchées dans les prochains mois, sachant qu'il y a cette recherche finalement d'embauche dans beaucoup de secteurs et qui ne trouvent pas preneurs pour ces emplois. Et c'est assez malheureux dans un pays où on a un modèle social qui coûte aussi cher, avec autant de dépenses de chômage et de minima sociaux. Parce qu'il faut bien voir que ces dernières années, le poids du coût du RSA, de la prime d'activité, de l'allocation adulte handicapé, tout ça, ça a explosé en termes de poids. On arrive à de l'ordre de 130 milliards d'euros de dépenses annuelles sur l'ensemble des aides qui sont versées sous critères de ressources des ménages. Et donc, on est quand même dans des niveaux très, très importants. Donc, ça appelle une réflexion qui est celle de est-ce qu'on va pouvoir à un moment expliquer quel va être le plan de redressement de nos finances publiques et finalement, quel est le cap pour réussir à la fois à équilibrer nos comptes publics, mais en même temps à redonner de la compétitivité à nos entreprises. Et ça, c'est fondamental parce qu'il nous faut tenir un peu les deux bouts du problème. C'est-à-dire qu'on a besoin d'équilibrer nos comptes publics, mais on a aussi besoin d'embaucher beaucoup plus dans le secteur privé. Alors, nous avons évalué économétriquement à la Fondation IFRAP des propositions que nous faisons dans un dossier qui s'appelle Gérer nos finances publiques, le plan 2022-2030 de la Fondation IFRAP. Et là, on montre que si on baissait de 80 milliards d'euros nos dépenses publiques d'ici 2030, que si on baissait en parallèle, de manière tout à fait concomitante, de 66 milliards d'euros les impôts en général, l'ensemble des prélèvements obligatoires, eh bien, on arriverait à terme à avoir 2 millions d'emplois de plus créés dans le secteur privé, à équilibrer nos comptes publics hors charge de la dette et à rééquilibrer aussi notre balance commerciale, parce qu'il faut bien se souvenir que là, quand j'ai écrit ce livre, j'ai un chapitre, on est à 82 milliards de déficit commercial, on était ensuite à 84 et maintenant, on nous annonce qu'on est à 100 milliards. Donc, évidemment, c'est aussi lié à la crise de l'énergie, mais quand même, on est dans une situation où on a le double handicap, c'est-à-dire des finances publiques avec un déficit colossal, une dette qui augmente, et en parallèle, un problème énorme de compétitivité, c'est-à-dire qu'en dépit du fait qu'on soit très, très imposé, on s'endette énormément et le poids des impôts est intolérable pour notre secteur productif. Donc là, il y a tout un travail à faire pour montrer quel est le chemin pour s'en sortir sur tous ces items. Et d'ailleurs, on compare souvent, par exemple, la France à l'Italie en disant, mais finalement, on va vers les 3 000 milliards de dettes, mais en Italie, c'est pire par rapport au PIB, ils sont plus endettés que nous. Alors nous, on est à 112% du PIB, mais les Italiens, c'est beaucoup plus, etc. Bon, on a déjà tous entendu ça. Sauf que les Italiens ont une dette qui est possédée beaucoup plus majoritairement par leurs résidents, à plus de 70%. Ils ont aussi
aussi un excédent commercial. Ils produisent plus de valeur ajoutée dans l'industrie que nous, à 300 milliards de valeur ajoutée créée dans l'industrie tous les ans, alors que nous, on est à 280 milliards. Et ils ont aussi un excédent primaire sur leur compte, sur leurs finances publiques. Alors, donc là, il y a vraiment un sujet. Est-ce que la France ne va pas devenir à un moment le maillon faible de la zone monétaire dans laquelle nous sommes? Et quel est finalement le scénario qui va se dévoiler petit à petit? Moi, ce que je crains, c'est que si on ne donne pas les très, très bons signaux dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour dire voilà le cap de redressement de la situation française, on aura potentiellement des marchés qui vont considérer à un moment que on ne peut pas nous prêter pas cher parce que vraiment la situation de nos finances publiques est trop dégradée et que la situation économique du pays, de toute façon, est trop dégradée. Donc, ce que nous voyons aussi, c'est que vu l'inflation actuelle, nous avons fait toute une analyse qu'on a publiée dans la presse, j'ai fait un papier dans les Échos, mais c'est sorti aussi dans l'opinion, et on a toute une grosse note là qui va sortir dans les prochains jours, où on montre que la charge de la dette, si on a une augmentation des taux, comme on risque de l'avoir, puisque la BCE a annoncé qu'elle allait remonter 2 fois ses taux dans les prochains mois, vers le mois de juillet, puis encore une fois en début d'année prochaine, eh bien, on va aller très rapidement à 3%, voire 4% de taux sur l'OAT à 10 ans pour la France. Et ça va entraîner, puisqu'on est autour de 1,5, 1,6 sur l'OAT à 10 ans et on est autour de 2% sur l'OAT à 30 ans. Ça va forcément entraîner une augmentation de la charge de la dette. Il faut bien vous dire que déjà en 2022, la charge de la dette, eu égard au fait que nous avons une partie de dette qui est indexée sur l'inflation, à peu près 240 milliards d'euros de dette indexée sur l'inflation, on devrait déjà payer entre 8 et 10 milliards de plus que ce qui était prévu en budgétaire cette année 2022. Donc, nous avons fait tous les calculs qui nous permettent de montrer qu'on sera autour d'une centaine de milliards de charge de la dette en 2027, alors qu'on s'était habitué à être autour de 30 milliards de charge de la dette annuelle. Donc là, il y a vraiment urgence à expliquer, parce que ça, ce n'est pas dans un scénario noir, ça, c'est le scénario, disons, relativement normal, avec une inflation en moyenne autour de 3%, avec une croissance autour de 1,5%, avec un taux à 10 ans qui culmine au maximum à 4 en 27. On peut aussi imaginer des scénarios beaucoup plus noirs qui nous entraîneraient vers des niveaux de charge de la dette bien plus lourds à porter. Donc, tout le travail que nous avons fait à la Fondation IFRAP sur ce sujet, il a été expertisé, que ce soit à Bercy ou à la Banque de France, et ils ont quand même plutôt été dans notre sens, puisque le gouverneur de la Banque de France, après qu'on ait sorti un premier papier dans les Échos sur le sujet, a dit qu'on serait à 3% du PIB en charge de la dette en 2032. Nous, on dit qu'on l'aura atteint en 27. Et du côté de Bercy, ils ont répondu à l'opinion hier sur cette question en disant que oui, les 100 milliards de charge de la dette, ce n'était pas quelque chose d'impossible à imaginer à l'horizon 2027. Donc là, il y a vraiment, à mon avis, et c'est ça qu'on essaie de montrer à la Fondation IFRAP, un moment où il faut reconnaître qu'on a atteint la fin d'un cycle, ce cycle qui était la période où on pouvait s'endetter toujours plus en payant toujours moins tous les ans en charge de la dette. Ça, c'est fini. Et je crois qu'il faut accepter que c'est fini et en faire aussi une force, c'est-à-dire expliquer aux Français que maintenant, l'argent magique, c'est plus possible, que de toute façon, il n'est pas vrai qu'on ne rembourse pas la dette parce qu'on est obligé de faire rouler l'ancienne dette, qu'en année 2024, on va avoir de l'ordre de 180 milliards d'anciennes dettes qui vont arriver à échéance, qu'il va falloir refinancer, qu'en 22, 23, 24, on a des besoins de financement de l'ensemble des administrations publiques, toutes confondues, qui vont être de l'ordre de 300 milliards d'euros, et que ça ne peut pas se faire avec des taux qui explosent, et que donc, pour maîtriser les taux, il va falloir expliquer quelle est la stratégie gouvernementale pour gérer ce pays au niveau de nos finances publiques, mais aussi le remettre d'aplomb sur les questions économiques qu'on a évoquées tout à l'heure, de compétitivité de nos entreprises. Pour moi, ce message-là, il va être absolument incontournable. La question, c'est est-ce que le gouvernement le prendra à bras-le-corps dans les 100 premiers jours? Je ne sais pas encore, personne ne le sait. Nous, on espère que ce sera le cas, parce que sinon, on ne voit pas tellement
comment va se passer la suite des événements. Et ce, d'autant plus que si on attend, par exemple, sur la réforme des retraites le mois de septembre, il est évident qu'on n'aura pas une réforme des retraites qui permet d'économiser de l'ordre de 17 à 20 milliards d'euros par an. Il y aura énormément de négociations et derrière, il y aura une réforme des retraites qui économisera 7, 8, 9 milliards d'euros, qui sera peut-être appliquée pour le privé, mais quasiment pas pour le public, etc. etc. Donc là, il y a vraiment, je crois, une période qui s'ouvre, qui va être absolument décisive pour l'avenir de notre pays, mais aussi pour notre souveraineté. Parce que j'explique dans le livre, dans un chapitre, que ceux qui nous prêtent, c'est aussi notamment, par exemple, la Chine, la Banque centrale chinoise, des investisseurs chinois, peut-être qui auraient entre peut-être 200 à 300 milliards de dettes françaises. Et là, ça pose aussi la question de qui sont nos créanciers. Et je pose la question dans le livre, mais j'ai aussi posé à des parlementaires, etc., qui disent « Ah bah oui, mais ils n'ont pas accès aux informations. » Ils posent la question à Bercy, il n'y a pas d'informations non plus. Les parlementaires au Sénat déposent un amendement dans la loi Woerth-Saint-Martin, proposent qu'on connaisse au moins la nationalité des détenteurs de la dette française, comme c'est le cas aux États-Unis. Le Trésor américain publie des données très claires sur le sujet, même si ce sont des estimations. Eh bien, on n'a pas eu gain de cause en la matière, même si on a écrit dans la presse, et j'ai écrit un papier dans Le Monde là-dessus. Voilà. Mais je crois qu'il y a aussi une méconnaissance, en fait, de la situation que nous traversons. Quand je dis qu'il y a plus de 300 milliards de besoins de financement annuel, certains économistes disent non, pas du tout, c'est pas du tout ça, parce qu'on a besoin que du financement du déficit, alors qu'il y a toutes les dettes anciennes qui arrivent à échéance. Quand on dit, on a entendu ces derniers jours, c'est la BCE qui rachète toutes les dettes qui sont émises par la France, ce n'est pas vrai du tout, parce qu'en fait, la BCE, elle rachète que 48% de ce qui est émis par la France, parce qu'elle ne rachète que l'équivalent des nouvelles dettes depuis 2015 et pas l'ensemble des dettes qui sont émises, puisqu'il y a toutes les dettes anciennes. Donc, toutes ces questions-là, je trouve qu'il faut les mettre dans le débat public. Alors, nous, on essaie de le faire tous les jours, mais les mettre encore plus dans le débat public parce que ça va être le sujet crucial de ce quinquennat. Alors, je ne suis pas du tout pessimiste, je suis plutôt optimiste. Je pense qu'on a toujours besoin d'être confronté, parfois même de manière brutale, à une situation pour prendre les bonnes décisions. Ce n'est pas du tout impossible qu'elles soient prises pendant ce quinquennat. Et nous, à la Fondation IFRAP, ce qui est sûr, vous pourrez compter sur nous, c'est qu'on fera tout pour que ces sujets absolument essentiels pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de notre pays, pour la liberté aussi et notre souveraineté soient pas occultés. D'où l'idée de sortir ce livre, Le vrai état de la France, en mettant chapitre après chapitre des chiffres en exergue de manière très pédagogique, avec des chapitres très courts de 3-4 pages, sans essayer de faire des grandes envolées, mais en posant les sujets sur la table. Voilà ce que j'ai essayé de faire avec ce livre. J'ai déjà été assez longue, 25 minutes. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Agnès, c'était très intéressant, très riche déjà, beaucoup de choses. Alors, on a une première question dans le chat, c'est une question intéressante, c'est réduire le chômage alors que nous ne sommes pas compétitifs, cela semble compliqué. C'est vrai que c'est une bonne question parce qu'on ne voit pas par quel bout le prendre. Je vous laisse répondre déjà à cette première question. Oui, alors, c'est l'éternel problème. Est-ce que déjà, on n'a pas des emplois à pourvoir dans la situation actuelle? Moi, quand j'entends des restaurateurs qui disent qu'ils vont faire appel à des Tunisiens parce qu'ils n'ont personne qui veut travailler dans leur restaurant, quand j'entends qu'on fait du job dating dans les Yvelines pour embaucher 1300 professeurs, je me dis qu'il y a quand même des besoins dans beaucoup de secteurs qui ne sont pas pourvus, et alors même qu'on a de l'ordre de 3-4 millions de personnes qui pourraient potentiellement travailler. Donc, j'ai l'impression qu'on a quand même un modèle social qui est désincitatif au travail, alors que le travail devrait être la norme pour gagner sa vie et être au chômage ou indemnisé au chômage ou être aux minima sociaux, ça devrait être l'exception quand on n'a vraiment aucun autre recours, aucune autre possibilité. Donc, il y a, je pense, de l'ordre de peut-être, je ne sais pas moi, 500 000, 600 000 personnes qui pourraient rapidement travailler dans la situation actuelle de la France. Et puis ensuite, il y a tout ce que vous évoquez, la compétitivité
de notre pays, c'est la compétitivité des entreprises. Elle est complètement liée au fait que nos services publics ne sont pas compétitifs, qu'on surpaye nos services publics. On l'a montré à la Fondation IFRAP, 84 milliards de coûts annuels supplémentaires rien que pour produire nos services publics. C'est les doublons, c'est le poids de l'administration. C'est ce qu'on a montré aussi dans une autre étude qui montre que si on décentralisait l'éducation, la santé, la culture, Pôle emploi, eh bien potentiellement, on décentralise 100 milliards d'euros, mais on économise 36 milliards d'euros parce que voilà, on arrête de doublonner à tous les étages. Mais c'est vrai que si on disait tout de suite, par exemple, on baisse de 40 milliards les taxes de production, tout de suite, on créerait énormément d'emplois dans nos entreprises et notamment dans l'industrie. Et c'est pour ça que quand le plan de relance a été décidé au niveau gouvernemental et qu'à ce moment-là, on a su que la Commission européenne, enfin l'Union européenne allait nous financer de l'ordre de 39 milliards d'euros dans l'ensemble du plan de relance, eh bien, nous, on aurait aimé que tout soit consacré à une baisse de la pression fiscale pour les entreprises. Mais on aime toujours plutôt donner des subventions. Alors, moi, j'écris dans un précédent livre, Laurent le sait, il y a un ministre à qui on dit, vous avez 2 milliards d'euros dans le plan de relance, vous avez 2 heures pour nous dire ce qu'on en fait, alors que nos entreprises savent très bien ce qu'elles feraient d'une fiscalité en moins en investissement, en création d'emplois, etc. Donc là, il y a une confiance à faire au secteur privé de la part de notre secteur public qui est difficile à gagner, en fait, parce que l'impression que ça me donne, c'est que le secteur public se dit toujours, finalement, 1 euro d'argent public supplémentaire, on l'a vu en 2021, c'est toujours ça qu'on met de plus dans le PIB, et c'est toujours ça de croissance supplémentaire. Et quand on s'est enorgueilli d'avoir 7% de croissance en 2021, une énorme part était liée au fait qu'on avait énormément lâché la dépense publique. Et là, bon, on est en récession, etc. Mais c'est aussi vraisemblablement lié au fait qu'on décélère un peu dans la dépense par rapport à ce qui a été fait pendant le Covid. Donc, tout ça me fait penser qu'il faut qu'on arrive, pour créer de l'emploi marchand, à se rendre compte que la valeur ajoutée, elle se crée dans les entreprises. C'est comme ça qu'on crée de l'emploi et ce n'est pas l'inverse. Et ce n'est pas en ayant de la fausse croissance avec de la croissance financée par de la dette qu'on peut s'en sortir. Et c'est tout le paradoxe français, c'est-à-dire que c'est tellement plus facile de lâcher 20, 30, 40, 50 milliards de plus et de se dire finalement, on a fait une bonne croissance cette année, sauf qu'on ne regarde pas la croissance du secteur marchand, on regarde l'ensemble du PIB de la France et on se dit, oui, ça grossit, mais ça grossit parce qu'il y a de la dette derrière. Voilà, donc ça, moi, je donne souvent ce chiffre quand je fais des conférences sur le sujet. On a eu de l'ordre de 170 milliards d'augmentation de notre PIB entre 2020 et 2021, mais 160 milliards de déficit public. Alors, vous voyez, c'est vraiment la croissance à crédit et ce n'est pas fondé sur des vraies valeurs. Et c'est sûr qu'un pays compétitif, c'est un pays qui gère bien ses finances publiques pour ne pas trop peser sur son appareil productif. Je suis d'accord avec vous, pour lutter contre le chômage, pour créer des emplois, pour créer de la valeur ajoutée, pour remonter notre PIB à un niveau dont on pourrait être fier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, eh bien, il y a du travail. Et ce travail, c'est un travail qu'ont fait les pays du Nord de l'Europe. C'est un travail qu'ont fait d'autres pays. Il n'y a pas de fatalité pour la France. Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Le sujet, c'est déjà le courage d'expliquer qu'on sera tous plus riches, on se portera tous mieux si on fait cet effort. Et j'ai montré aussi dans mon livre qu'on avait 2 fois moins de milliardaires qu'en Allemagne. Ça a un peu choqué sur les plateaux de télévision quand j'ai sorti ce livre, parce qu'en plus, j'ai mis ça dans la partie pauvreté pour expliquer aussi qu'on a tous besoin les uns des autres. Ce n'est pas parce qu'on aurait moins de riches qu'on aurait moins de pauvres. Ça ne marche pas comme ça, en fait. Et je crois que là aussi, moi, je suis frappée ces dernières années de voir à quel point on monte les Français les uns contre les autres. Alors, les retraités qui ont moins de 2 000 euros, ils ont droit à un taux réduit de CSG, mais pas ceux qui ont plus de 2 000 euros de retraite. Enfin, tout ça est ubuesque. Donc là, je vois que Hubert Lévy-Lambert veut poser une question. Oui, Hubert, vas-y, pose ta question. Il faut que tu te unmutes. Oui, c'est bon. Non.
On vous entend. Ça y est, bon, excusez-moi. Bonjour, bonjour Agnès et félicitations. Merci. Il ne t'a pas échappé que nous avons une première ministre polytechnicienne et moi personnellement, je me suis permis de lui envoyer mes félicitations avec une certaine critique parce que je ne peux pas m'empêcher de dire ce que je pense. Donc, je lui ai dit d'abord que on trouve dans la famille Fenouillard, repris par Pierre Dac, un dicton qui dit que quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite. Et je lui ai dit qu'à ce sujet, il ne me paraissait pas absolument urgent de prendre les Français dans le sens du poil, même s'il y a des élections bientôt, en faisant une loi sur le pouvoir d'achat, qui avait quelque chose de beaucoup plus urgent, tu l'as bien dit. Et je lui ai envoyé une copie de ce document qui date de 15 ans exactement, fait par un autre polytechnicien d'ailleurs sur la dette, à une époque, tenez-vous bien, où notre dette était la moitié de la dette actuelle. Et déjà, Michel Pébroux avait soulevé le signal d'alarme. Et donc, moi, j'ai terminé ma lettre à Elisabeth en lui disant que entre la magnifique élection d'un nouveau président et le tournant de la rigueur, il y a 40 ans, il s'est passé très peu de temps et je crains que ça soit beaucoup plus rapide en 2022 qu'en 1981. Oui, Hubert. Car grâce à toi et grâce à également Nicolas Dufour, qui vient de sortir un très bon livre où il dit lui aussi qu'il faut répéter sur tous les tons aux Français qu'ils doivent travailler plus. Et je voudrais prendre un dernier exemple, et pour ne pas prendre trop de temps. J'ai un ami qui est très haut placé, à qui je demandais pourquoi M. Musk a mis son usine en Allemagne, alors qu'il étudiait une implantation en France. Alors, naturellement, il y a tout un tas d'éléments de comparaison entre les deux, ne serait-ce que peut-être qu'il y a moins de grèves en Allemagne qu'en France. On l'a vu avec le match et ça va se reproduire d'ailleurs à nouveau demain, je crois. Mais l'explication principale qui m'a été donnée, c'est qu'au bout de 6 mois, Elon Musk a dit je dois abandonner mes études d'investissement en France parce que je ne sais toujours pas à qui m'adresser. Entre l'État, la région, étonnant. Le département, la commune. Voilà. Bon, merci. Et bravo encore. Oui, merci Hubert. Sur le travail, j'ai un chapitre aussi sur ce sujet où je montre que nous sommes à 7 milliards d'heures de moins travaillées par rapport à un pool de pays, de 8 pays très comparables à la France. Et alors, si on prend le Royaume-Uni, ce n'est pas 7 milliards, c'est 12 milliards. Et 12 milliards, c'est par rapport à un pays qui a la même population à peu près que la France. Donc ça, c'est quoi? C'est plus de 4 millions d'emplois qui sont non travaillés, en fait. On commence à travailler trop tard, on s'arrête trop tôt et on ne travaille pas assez quand on est au travail. Et en ce moment, on nous dit qu'il y a une énorme pénurie d'agents publics, mais il y a aussi un énorme problème d'absentéisme et de productivité et qu'on ne veut pas regarder en face. Moi, ça fait des années qu'on publie, vous savez, sur les bilans sociaux des hôpitaux, des villes. On sait que dans les hôpitaux, il y a environ 10%, voire 15% d'augmentation d'un taux d'absentéisme qui était déjà très élevé. Ça veut dire que on était déjà à 30 jours sur beaucoup de CHU. Ça veut dire qu'on est passé clairement à peut-être 35 jours en moyenne d'absence par agent et par an. C'est énorme. Ça veut dire qu'on ne peut plus faire tourner certains services. C'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup de difficultés sur les services d'urgence, etc. Mais en fait, on ne regarde pas tellement les choses en face. On ne veut pas réformer en profondeur. Il y a eu des choses pas mal qui ont été faites au précédent quinquennat. La loi du SOP sur la fonction publique, ça va plutôt dans le bon sens. Mais il faudrait faire comme à la SNCF et dire on n'embauche plus que sous contrat dans les collectivités locales, dans les hôpitaux, dans les écoles. Donc là, il y a un énorme sujet. Et sur la dette, moi, ce que je vois, c'est que tous les pays qui nous entourent, notamment au Nord, se sont désendettés depuis la précédente crise. Les Pays-Bas, l'Allemagne, tous les ans, ils ont désendetté un peu leur pays.
et qu'ils ne se sont endettés que pour investir. Si nous, on s'était endettés que pour investir depuis les années 90, on aurait le même taux de dette par rapport au PIB que l'Allemagne. Hein. Donc, le problème, c'est qu'on s'endette pour fonctionner. Et ça, je ne sais pas comment le dire sur quel ton pour qu'on comprenne qu'il faut une règle constitutionnelle de frein à l'endettement, comme en Allemagne, comme en Suède, comme en Suisse, pour faire en sorte qu'on ne puisse plus s'endetter pour fonctionner et que tous nos régimes de pension, de chômage, parce que vous savez aussi que dans les régimes de retraite publique, il y a un groupe de hauts fonctionnaires qui vient de sortir un papier dans commentaire très, très intéressant qui montre qu'ils ont chiffré à encore plus que ce que nous disions, les déficits cachés des régimes publics de pension, de l'ordre de 30 milliards d'euros par an. Hein. Ça, c'était en 2019. Donc là, il y a un énorme travail aussi de transparence et de rééquilibrage des comptes. On ne doit plus s'endetter pour payer la santé, pour payer les retraites, pour payer le chômage, pour payer la masse salariale publique. Ça n'a aucun sens. Pendant ce temps-là, on n'investit pas en plus parce qu'on a montré à la Fondation IFRAP et la Cour des comptes a dit un peu la même chose que nous ces derniers jours, sur 170 milliards d'équipements de défense, d'investissements en équipements de défense qui ont été votés depuis 2009 au Parlement, il y a de l'ordre de 50 à 70 milliards qui n'ont pas été décaissés réellement. Hein. Et la pire année, c'est 2020. Par ailleurs, sur les investissements étrangers en France, ça m'a fait penser à ça, à ce qui est sorti dans les Échos mardi, pour dire qu'on était les meilleurs, on était les champions. Donc là, j'ai un chapitre dans mon livre sur le sujet où je montre que si on compte ce qui est sorti de France pour investir à l'étranger versus ce qui est entré en France pour investir en France, en fait, on est en déficit, on n'est pas en excédent. Hein, on a eu 21 milliards d'euros en moyenne investis en France sur les 20 dernières années, 440 milliards d'euros d'investissements étrangers en France, donc sur 20 ans. Et les investissements français à l'étranger se sont élevés dans la même période à plus de 1000 milliards d'euros, 1075 milliards. Donc, c'est un solde négatif de 30 milliards d'euros par an. Et là, quand je regarde les derniers chiffres de EY sur l'année 2021 qui nous dit 1222 projets d'investissement, c'est record, etc. Bon, en milliards, on ne sait toujours pas combien ça représente parce qu'ils ne le publient pas. Mais en emploi, on sait que c'est 46 000 emplois et que le Royaume-Uni, c'est 67 000 emplois. Donc, en fait, les Britanniques sont très largement devant nous en termes de nombre d'emplois et en termes de milliards, je ne sais pas. Donc, là aussi, l'exemple que vous citiez, Hubert, est préoccupant. C'est-à-dire que est-ce qu'on met vraiment tous les atouts de notre côté pour attirer les investisseurs et pour garder nos investisseurs? Parce que moi, je rencontre énormément d'entrepreneurs en ce moment, et non des moindres, qui me disent qu'ils sont aussi en train d'acheter des entreprises en Allemagne ou ailleurs. Merci Agnès. Alors, plein de questions. Alors, je vais essayer de les grouper. Donc, je vais prendre les premières. Donc, la première, c'est comment relancer notre souveraineté économique si on a un problème de compétences et de formation. Donc, ça rejoint ce que vous disiez sur l'investissement. Ensuite, il y a la confrontation élite et peuple. Est-ce que ce discours, disons, de réduction des dépenses publiques est audible dans les classes sociales plus basses ou alors qu'il y a un discours de certains hommes politiques qui dit il suffit de prendre aux riches. Et ça fait le lien avec aussi une conférence où malheureusement il y avait eu un problème technique, vous n'avez pas pu débattre avec François Eccal et Xavier Rago. Et donc, Daniel Amias, là, qui pose la question, fait l'écho à ça. Et Xavier Rago disait la dette publique, ce n'est jamais un problème parce qu'il y a toujours la BCE qui peut la racheter. Donc, en gros, voilà. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? C'est l'occasion de répondre à cette remarque en disant voilà. Et c'est vrai qu'il avait l'air très sûr de lui en disant voilà, non, la dette publique n'est jamais un problème. Je laisse réagir à cette question. Bon, alors, comment on fait si on a un problème en fait de formation pour la compétitivité, si finalement il n'y a pas une adéquation entre les besoins de main-d'œuvre et… Alors, ça, c'est un vrai sujet. Moi, ce que j'ai vu ces dernières années dans toutes nos enquêtes de la Fondation IFRAP, c'est qu'on a un énorme problème sur la formation professionnelle et qu'à un moment, il faut peut-être tout simplement faire confiance aux entreprises pour le faire elles-mêmes, arrêter de taxer, de faire cette sorte d'usine à gaz de financement
qui à la fin n'arrivent pas en plus à des qualités de formation qui sont satisfaisantes. Donc, on ne se forme pas pour avoir des formations complémentaires pour ses loisirs, il faut se former pour être excellent et permettre d'avoir de la valeur ajoutée supplémentaire créée dans notre pays avec des emplois à forte valeur ajoutée. Et le problème, c'est que ces dernières années, on a fait énormément de smicardisation de la France parce qu'on a incité à alléger les cotisations sur les emplois qui étaient au niveau du SMIC ou un peu au-delà du SMIC. Et finalement, moi, ce que nous proposons, c'est de supprimer toutes les cotisations formation professionnelle obligatoires et dire, voilà, maintenant, c'est les entreprises qui elles-mêmes s'organisent pour former peut-être par branche, par filière, pour former leurs propres salariés. Et dans ce que nous connaissons bien en tant qu'entrepreneurs, nous avons des entreprises, notamment par exemple de crèches, qui ont réussi à monter une école pour former leur propre personnel et qui ont toutes les peines du monde, déjà qui ont toutes les peines du monde à créer la première école et qui ont toutes les peines du monde à créer la deuxième école pour des questions d'autorisation administrative. Donc, il y a toujours une défiance de la formation par les entreprises elles-mêmes. Et ça, je ne comprends absolument pas pourquoi, parce que dans les pays qui fonctionnent bien sur ces questions, la Suisse, l'Allemagne, les entreprises sont hyper associées à la formation et même, je dirais, dès le plus jeune âge, quitte à choquer ceux qui nous regardent. La question, c'est comment ça se passe entre les petites entreprises et les grandes entreprises. On pourrait très bien laisser les entreprises s'organiser pour mutualiser entre elles. Et là, il y a des milliards de formations professionnelles qui sont hyper mal utilisées. Et par ailleurs, on oriente mal aussi les élèves. Il y a de plus en plus d'apprentis, donc ça, c'est quand même très positif. C'est aussi lié au fait qu'il y a une prime, vous l'avez bien vu, entre 5 000 et 8 000 euros, qui fait que quasiment la première année d'apprentissage, elle est quasiment offerte aujourd'hui et totalement subventionnée. Donc, ça cache aussi potentiellement des emplois qui auraient été peut-être en CDD ou en CDI, j'en sais rien. En tout cas, c'est clair que c'est plus en faisant confiance aux entreprises elles-mêmes et aussi peut-être en décentralisant Pôle emploi. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que dans les statistiques, dans les études de l'INSEE, l'étude d'emploi d'INSEE, il y a très peu de personnes qui retrouvent un emploi grâce à Pôle emploi. Tel que c'est organisé, finalement, ce n'est pas du tout spécialisé par secteur, par filière, dans les territoires. Et on pourrait très bien régionaliser Pôle emploi et avoir des délégations de services publics pour faire en sorte que des associations, des fondations qui sont spécialisées dans les secteurs accompagnent aussi les demandeurs d'emploi, les aident à se former de manière complémentaire. Et tout ça en adéquation avec le maillage entrepreneurial et territorial de notre pays. Et là, on se heurte. Depuis Manuel Valls était assez d'accord avec ça, sous François Hollande, Valigny aussi. Et finalement, il y a eu un blocage des agents de Pôle emploi qui ne veulent absolument pas une décentralisation de la gestion de Pôle emploi. Moi, vraiment, je pense qu'on gagnerait énormément en la matière. Par ailleurs, c'est toute la question aussi de l'immigration choisie avec des personnes qui arrivent dans notre pays qui doivent être qualifiées. Parce que si on veut continuer à avoir un modèle social de luxe qui coûte hyper cher, 32% du PIB, on ne peut pas le financer avec des petits boulots de personnel non qualifié qui n'ont pas le niveau en français, en mathématiques, ce que nous savons. Donc là, il y a aussi, dans mon livre, j'en parle pas mal, toute une question à se poser. Beaucoup de pays choisissent leur immigration. Pourquoi est-ce que nous sommes tellement passifs par rapport à ça? Il faut savoir qu'on a quand même un taux de chômage parmi les non-natifs qui est très supérieur à celui des natifs, 13% versus 7%. Ce n'est pas des chiffres de la Fondation IFRAP, ce sont des chiffres tout à fait officiels, notamment de l'INSEE. Et là, il y a un vrai sujet à terme pour permettre aussi d'avoir une véritable adéquation entre les besoins qu'on va avoir dans nos entreprises, si possible des entreprises à forte valeur ajoutée, si possible avec des emplois très bien payés, parce qu'on ne peut pas être une nation qui se contente, comme aurait dit Bernard Zimmer, de créer des mini-jobs ou des petits jobs. L'idée, c'est aussi de créer des emplois à forte valeur ajoutée. Mais ce que nous voyons aussi autour de nous, c'est que beaucoup d'entreprises ont fait partir de France leurs emplois très bien payés. Pourquoi? Pour des raisons aussi de fiscalité.
Donc, on en revient toujours à ça aussi. Hein. On est tellement obsessionnel de l'égalité qu'à la fin, on fait partir aussi les plus talentueux de l'autre côté de la frontière pour de mauvaises raisons. Hein. Alors que ce soit des très riches parce qu'ils sont entrepreneurs ou que ce soit aussi des salariés avec des très hauts salaires parce que les niveaux de cotisation, encore plus avec la réforme du chômage, hein, c'est-à-dire que la bascule des cotisations salariales, chômage et maladie sur la CSG a fait exploser les montants de CSG payés par les hauts salaires. On l'a montré dans une étude dont on est très fiers, hein, on a montré par décile les niveaux de fiscalité, leur évolution. Et entre 2017 et 2019, la CSG a augmenté de plus de 8 milliards d'euros sur le dernier décile, ce qui déclare le plus de revenus, alors que l'ISF a baissé de 1,4 milliard sur les mêmes entre ces 2 années. Donc, vous voyez bien qu'il y a eu une énorme augmentation de la pression fiscale via la CSG sur les très, très hauts salaires. Donc, pour répondre à votre question, il y a des tas de choses à faire, mais la question, c'est est-ce qu'on a envie de les faire. Ensuite, l'élite, le peuple. Bon, moi, je vous dis, là, hier soir, j'étais en déplacement à Bordeaux pour faire une grande conférence. Le jour d'avant, j'intervenais à Paris dans un autre cercle. C'est des gens très, très différents à chaque fois. Ils ne sont pas du tout des mêmes milieux sociaux, etc. Et pourtant, ils comprennent absolument tout. Même, il y a certains serveurs, quand je fais des conférences, qui me disent « Attendez, moi, j'adore ce que vous faites. Est-ce que je peux vous demander un livre, etc. etc. » Donc, c'est pas moi, je considère que ces sujets-là nous appartiennent à tous. Et je peux vous dire que quand je suis sortie de l'émission de Ruquier, où il m'a dit c'est scandaleux d'écrire qu'il n'y a pas assez de milliardaires en France, j'ai tenu bon sur le plateau, enfin en tout cas j'ai essayé au maximum, mais ensuite, quand je suis sortie de l'émission, j'ai eu quelqu'un qui était du service de sécurité qui m'a dit mais moi je suis d'accord avec vous, parce que je considère que si on fait fuir les milliardaires de France, on aura plus de pauvres et pas l'inverse. Voilà. Donc, je considère vraiment qu'il n'y a pas du tout de difficulté à comprendre, quel que soit votre niveau de revenu, etc. Je pense que dans l'élite, il y a une mauvaise compréhension des capacités de nos concitoyens. Ils ne sont pas idiots. Voilà. Et il faudrait vraiment, je crois, de la part de tous ceux qui pensent faire partie de l'élite, une compréhension qu'ils ne sont pas tellement meilleurs pour comprendre la situation du pays que d'autres de nos concitoyens qui voient très bien le délitement, le décrochage à la fois de nos institutions, de nos services publics, voilà, tout ça est tout à fait visible de la part de beaucoup de nos concitoyens. Simplement, ils ne savent pas trop à quel sens se vouer, puisque il n'y a pas tellement d'offres qui leur expliquent ce qui devrait être mis en place pour contrer ce décrochage de la France. Vous savez, nos concitoyens ont beaucoup épargné ces derniers temps, et même aussi dans les catégories de personnes qui sont assez modestes. Pourquoi ? Parce qu'ils s'attendent aussi à un moment à payer la note de cette dette supplémentaire, hein, et qui se disent oh là, je vais économiser, on ne sait jamais quels impôts vont nous tomber dessus. Et les gens, moi, ils m'arrêtent dans la rue pour me demander quels vont être les prochains impôts qui vont être décidés, hein, et les taxes exceptionnelles, etc. Et on entend beaucoup d'économistes en ce moment qui disent ah bah oui, on pourrait faire une taxe exceptionnelle ceci ou une autre taxe exceptionnelle. Je crois qu'ils n'ont pas compris que les Français sont à un niveau de saturation fiscale et qu'il vaudrait mieux parler de baisse d'impôts. Et quand on parle de mesures pouvoir d'achat, la meilleure mesure pouvoir d'achat, ce serait de baisser la pression fiscale sur les Français et sur les entreprises françaises. Ça c'est une bonne mesure qui permettrait derrière, en plus équitable. Par exemple, il y a un truc très simple, c'est les taxes sur les taxes qui pèsent sur l'énergie. Hein, on paye de la TVA sur la TICPE, sur la TICFE, sur la TICGN. Ça coûte 11 milliards d'euros tous les ans. On pourrait très bien supprimer ces taxes sur les taxes. Donc, je crois que la population, globalement, comprend beaucoup mieux les choses que ce que nous imaginons. Sauf qu'on est tellement tétanisé par les syndicats et par leur force de blocage des transports publics, Hubert l'a dit tout à l'heure, du RER, du métro, des trains, que finalement, on croit que ça représente l'idée de 70% de la population. C'est l'inverse. Hein. Et en réalité,
ces forces de blocage, elles représentent surtout un secteur public qui ne veut pas non plus se réformer et qui d'ailleurs n'est pas forcément totalement majoritaire dans les services publics aujourd'hui. Regardez les infirmières qui ne veulent plus être statutaires, qui préfèrent être intérimaires. Hein, et elles préfèrent ne pas avoir un statut à vie, mais avoir la possibilité de choisir l'organisation de leur emploi du temps et être mieux payées. Donc là aussi, je crois qu'on se trompe de diagnostic. Je suis certaine que si on posait des questions par référendum à nos concitoyens sur, par exemple, la réforme des retraites, est-ce que vous préférez qu'on baisse les pensions ou qu'on repousse l'âge? Hein, voilà, on choisit. Est-ce que c'est ça la question en fait, hein, sur la question du statut public, les Suisses l'ont posé il y a des années, cette question en votation. Et les Suisses ont répondu à plus de 60% qui voulaient supprimer le statut public. Et c'est fait. Donc là, et pourtant, c'était une votation, si je me souviens bien, qui était à l'initiative des syndicats en Suisse. Pourquoi ne pas poser la même question en France? Est-ce que vous êtes pour qu'on soit tous embauchés sur les mêmes règles, code du travail, et puis après, on pourrait garder des emplois de souveraineté dans les ministères très régaliens? Est-ce qu'on ne pourrait pas poser la question aux Français de quel est le maximum qu'on peut verser à un foyer qui ne travaille pas pour l'aider à subvenir à ses besoins? Est-ce que c'est plus que le SMIC? Est-ce que c'est moins que le SMIC? Est-ce que c'est 70% du SMIC? Est-ce que c'est 90%? Est-ce que c'est 100%? Là aussi, les Gilets jaunes ont commencé aussi avec des questions autour de finalement, est-ce qu'on a plus pour vivre quand on travaille que quand on ne travaille pas? Hein, vous vous en souvenez de ça? Ça a été un sujet très prégnant dans le démarrage des Gilets jaunes. Après, ça a très largement dégénéré. Mais donc, je crois qu'il faut faire confiance à nos concitoyens. C'est ça le sens de mon message. Et je pense qu'ils sont beaucoup plus capables de comprendre que ce qu'on imagine. Mais ça permet aussi à l'élite de dire finalement, les Français ne sont pas prêts, donc on ne fait pas. Hein. Comme ça, c'est une excuse pour le manque de courage, hein, pour ne pas faire le travail. Ensuite, Xavier Rago disait la BCE peut tout racheter, quoi, en gros. Hein. Le problème, c'est que... Alors, nous, à la Fondation IFRAP, on avait alerté très, très vite en disant attention, quand on arrête le travail, quand on paye tout le monde à ne pas travailler en chômage partiel, quand on fait des dépenses énormes derrière, il faut s'attendre à avoir de l'inflation. Hein. C'est ce qu'on avait dit très vite. Moi, je l'ai redit dans mon livre l'année dernière, en janvier 2021. Tout le monde m'a dit, ah là là, mais pas du tout, maintenant, c'est la théorie monétaire moderne, on peut dépenser autant qu'on veut, ça ne fait pas monter les prix, il n'y aura pas d'inflation. Donc, je pense que la thèse de Xavier Rago, elle tient dans un monde sans inflation. Mais quand on a de l'inflation et que la mission de la BCE, c'est quand même de maintenir l'inflation quand même autour de 2%, si j'ai bien compris, ou alors j'ai raté quelque chose, on ne peut pas indéfiniment racheter des dettes tout en remontant les taux. Ce n'est pas possible. Ou alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ils vont continuer à racheter potentiellement un peu des dettes, mais ils vont réduire énormément et ils vont en fait racheter que celles qui arrivent à échéance dans les prochains mois. Donc oui, ils vont réduire la voilure là-dessus. Et puis la question, c'est est-ce que ça ne met pas aussi à un moment l'euro, notre monnaie, potentiellement en fragilité? Et jusqu'où on veut aller? Voilà, en faisant gonfler le bilan de la BCE, qui en fait est le bilan de la Banque de France pour la France, etc. etc. Enfin, je ne vais pas revenir dans tous ces détails-là, mais je trouve que occulter le fait qu'on est dans une situation inflationniste qui demande quand même que la BCE intervienne pour éviter que les plus modestes d'entre nous ne soient dans une situation qui deviendra intenable, c'est quand même assez préoccupant. Moi, je pense que la BCE, elle aurait pu remonter ses taux depuis septembre ou octobre de l'année dernière déjà. Hein. On savait déjà qu'on allait vers de l'inflation. On a eu quand même une inflation en zone euro à 5% en 2021. Mais c'est vrai que ça arrange aussi les États d'avoir de l'inflation pour baisser le poids de la dette mécaniquement dans le PIB et pour avoir des rentrées fiscales importantes. Là, nous avons regardé, malheureusement, on n'a que les chiffres à fin mars. Les chiffres à fin mars montrent des recettes de l'État qui rentrent à hauteur de 27% de plus que l'année dernière. Alors, si on enlève les recettes non fiscales, c'est 15% d'augmentation. J'ai pris des renseignements au niveau des cotisations sociales. Ça rentre aussi à plein régime en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il y a une amélioration sur le front de l'emploi, mais il y a aussi une hausse de salaire dans beaucoup de secteurs et ça va continuer. Donc, finalement, l'État s'en sort pas si mal en termes de recettes. Et si on est sur le même trend jusqu'à la fin de l'année,
c'est potentiellement, sur l'ensemble des prélèvements obligatoires, peut-être 50 milliards de plus que ce qui avait été voté initialement. Et ça, il ne faudrait pas que ce soit aussi une excuse pour ne pas faire le travail de rééquilibrage des finances publiques avec les réformes des retraites, réformes de l'assurance chômage, etc., qu'on a évoquées, décentralisation, enfin, voilà. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Ouais, c'est une très bonne réponse. Alors, on arrive presque à la fin de l'heure. Je vais essayer de grouper le batch de questions qu'on a. Il y en a beaucoup, elles sont variées. Donc, je vous laisserai voir comment répondre, dans quel ordre, etc. D'accord. Alors, il y a une question, c'est est-ce qu'il y a une partie de l'action d'Emmanuel Macron qui est favorable au redressement des finances publiques et laquelle Est-ce que, deuxième question, est-ce que, avec la divergence des trajectoires des pays de la zone euro, est-ce qu'il y a un risque d'éclatement de la zone euro, de fin de l'euro? Est-ce qu'on peut vraiment croire à un retour de l'orthodoxie financière en France? Est-ce que c'est vraiment réaliste? Il y en a beaucoup, alors je vous laisse noter. Et ensuite, est-ce qu'on ne risque pas, en gros, une inégalité de formation si on laisse trop de pouvoir à l'entreprise dans la formation, notamment les plus petites, qui préfèrent changer de salarié plutôt que peut-être investir dans la formation? Alors après, il y en a d'autres. Alors, je continue. Hubert qui demande est-ce le nouveau ministre de l'Éducation va améliorer les choses? Donc, c'est une question pas facile. Aussi, Bertrand Épinois qui fait une remarque sur le fait que la Gigafactory d'Intel aussi est en Allemagne et de Tesla. Voilà, donc ça fait 2 gros projets qui nous échappent. Hubert qui fait remarquer nos concitoyens ne sont pas idiots, mais ils votent quand même Mélenchon. Donc, voilà. Donc il y a comment faire en sorte peut-être qu'ils votent de manière plus rationnelle. Et une autre remarque qui dit que les syndicats sont faibles en France, sinon ils seraient plus dans une logique win-win comme en Allemagne, et c'est pour ça qu'ils bloquent. Voilà. Je vous laisse répondre à tous l'autre question et conclure, mais peut-être pas toutes ou dans l'ordre que vous voulez, voilà, parce qu'il y a un gros lot. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises pour améliorer la situation des finances publiques? Bon, j'en vois pas beaucoup, je suis désolée. Peut-être qu'on peut dire que d'une certaine manière, la baisse de la fiscalité sur les revenus du capital, ça a permis peut-être d'avoir des nouvelles recettes, mais bon, c'est plutôt du côté recettes, encore une fois. Moi, ce qui m'apparaît, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites avec plus ou moins de succès et plus ou moins de cohérence par rapport aux besoins de la France, par exemple. Nous, on n'aurait jamais plébiscité la suppression de la taxe d'habitation. On aurait plébiscité tout de suite la baisse des taxes sur les entreprises dans le précédent quinquennat. Donc, je dirais qu'il a plutôt joué sur les leviers fiscaux beaucoup plus que sur les leviers dépenses publiques. Et il y a une loi 3DS qui est censée être une loi de décentralisation, qui n'est pas du tout une loi de décentralisation. C'est la décentralisation à la carte, tout le monde fait ce qu'il veut, ça ne va pas faire d'économie du tout. Donc, je dirais qu'on est passé complètement à côté de ce qu'on appelait avant la réforme de l'État. Alors maintenant, on appelle ça la transformation publique. Est-ce que Stanislas Guerini fera mieux? Peut-être, j'espère en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que CAP 2022, vous vous en souvenez, a été tout de suite enterré. Donc, je dirais que même dernièrement, ce qui a été dit par Clément Beaune, même par le président de la République, pour dire attention, les 3%, les 60%, c'est plus tellement d'actualité et tout, ça va plutôt dans le sens de casser le thermomètre que de faire le job de réorganisation. Donc, ce qui peut aller dans le bon sens, c'est le report de l'âge à la retraite à 65 ans, ça j'en ai déjà parlé. C'est aussi peut-être ce qu'il est allé voir à Marseille, là, des écoles qui ne soient pas éducation nationale telle qu'on les connaît, avec des agents statutaires, etc. Donc nous, on a montré que l'enseignement privé, si on appliquait la même dépense par élève que dans le privé sous contrat, on économiserait 29 milliards d'euros par an, c'est pas rien. Donc il suffit d'adopter les modes de gestion du privé sous contrat, et là, vous avez une école qui est meilleure, qui a des meilleurs résultats, et on essaie de le cacher, mais ça apparaît quand même très fort. Et puis je pense qu'il y a énormément de ministres qui ont leurs enfants scolarisés dans le privé, quand même, faut bien le dire, soyons honnêtes. Donc, l'élite de la France, elle est de moins en moins dans les lycées publics aujourd'hui. Donc, là, il y a potentiellement des possibilités pour aller beaucoup plus loin. Décentraliser beaucoup plus, ça, je ne sais pas s'il le fera.
C'est vrai que pendant la campagne, il n'a pas tellement dit ce qu'il allait faire et que le mandat n'est pas très clair sur les prochaines étapes. Après, est-ce qu'on peut aller vers un éclatement de la zone euro? Oui, moi je pense qu'on peut aller vers un éclatement de la zone euro. Malheureusement, j'espère que non. Mais ce que je vois, c'est que la France décroche de plus en plus vers la zone sud et que normalement, il y a un couple franco-allemand qui tient la zone et qui est censé être quand même dans des niveaux proches en termes de gestion, de niveau de PIB, etc. Et que plus on va être décroché de l'Allemagne en termes de résultats, plus on risque d'avoir une zone euro à deux vitesses. Donc, oui, c'est un risque et je pense que ce serait dommageable pour tout le monde. Donc, en plus, on a cette responsabilité supplémentaire d'être le deuxième pays de la zone et donc d'avoir, vis-à-vis de nos partenaires, la responsabilité de tenir nos finances publiques et nos comptes. Est-ce que l'orthodoxie peut revenir en France? Moi, je pense que oui. Je pense que beaucoup de Français sont attachés justement à la bonne gestion. Eux-mêmes ne sont pas des si mauvais gestionnaires que ça. Et donc, je suis persuadée que si on leur proposait un système de frein à l'endettement, ils seraient plutôt favorables en leur montrant que ça peut aussi permettre d'investir beaucoup plus dans l'avenir. C'est-à-dire, quand on voit ce qui s'est passé sur nos centrales nucléaires, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? On finance l'arrêt du travail, on finance énormément finalement de social, mais on ne finance pas l'avenir, on ne finance pas l'investissement pour le futur. Et ça, c'est quand même un sacré problème. Et je crois que beaucoup de Français en ont conscience de ce problème de reporter les dépenses d'investissement et de s'endetter pour les dépenses de fonctionnement, même s'ils peut-être qu'ils ne l'expriment pas de cette manière. Il y avait d'autres questions, Laurent, j'ai peut-être pas tout noté. Oui, il y avait alors l'idée que ça créerait une inégalité peut-être en termes de formation si on donnait la main aux Oui, entreprises. oui, oui. Et puis, bon, voilà, après, c'est plus des remarques. C'est aussi sur le fait, est-ce qu'on peut Ah oui, espérer sur quelque les chose? syndicats. Les Voilà, les syndicats qui syndicats, sont voilà, faibles en peut-être. Ouais, France. Oui, c'est voilà, vrai par qu'ils exemple. sont faibles en France, ils sont très faibles dans le privé, mais ils sont beaucoup financés aussi par nos deniers publics, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Donc, à un moment, peut-être qu'on pourrait, on l'avait proposé, hein, le chèque syndical, c'était d'ailleurs dans la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. C'était une belle idée, elle devait figurer dans les ordonnances travail, elle n'y a pas figuré. C'est dommage parce que nous, on remplacerait bien tous les financements par finalement des cotisations qui peut-être amèneraient aussi la possibilité d'avoir du service en face, hein, comme dans beaucoup de pays du nord de l'Europe, plutôt que d'avoir des syndicats qui finalement se crispent sur une organisation du passé qui a aucun avenir, quoi. Dire qu'on va rester sur des monopoles statutaires avec des agents employés à vie, bon, bah, il n'y a que eux qui croient que ça va encore perdurer longtemps. La jeune génération, elle n'a pas du tout envie de ça. Donc, c'est pour ça qu'on ne passe pas les concours aussi de l'éducation nationale ou autre. Donc, il faut aussi comprendre que le monde a changé. On n'est plus dans les années 50, 60. Et je pense que nos syndicats, ils seraient bien meilleurs s'ils étaient plus représentatifs, s'il y avait plus de syndiqués en France, mais s'ils étaient aussi plus représentatifs des vraies personnes qui travaillent dans les entreprises de ce pays et même, je dirais même, dans les administrations et les services publics de ce pays. Donc, est-ce que le ministre de l'Éducation nationale va faire des choses bien? Ben, je l'espère de tout mon cœur. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de moyens supplémentaires, qu'on a surtout besoin d'appliquer ce qui marche dans le privé. La question, c'est est-ce qu'on en a envie? Est-ce qu'on a envie d'aller vers le haut en termes d'éducation ou alors de niveler par le bas? Moi, j'ai fait un chapitre entier sur ce sujet d'éducation dans mon livre où je montre que dans la journée citoyenneté et défense, où il y a 700 000 jeunes qui ont participé en 2018, il y en avait 1 sur 20 dans les tests qui ont été faits, qui ont été repérés comme étant illettrés. Hein. Et pourtant, ils sont passés par l'éducation nationale.
Donc, dans les zones prioritaires d'éducation, il y a un énorme problème et ce n'est pas l'éducation nationale telle qu'elle est qui peut les résoudre. Là aussi, il faut inventer des choses différentes et gérer au niveau local, ça permettrait de sortir du tropisme toute éducation nationale. Quand j'ai échangé avec certains qui connaissent très bien les statistiques de PISA, ils m'ont dit il n'y a pas de problème pour 80% des Français sur le niveau en mathématiques ou en français. Il y a des problèmes dans les zones d'éducation prioritaire. Donc, à un moment, il faut ouvrir les yeux et aussi peut-être faire gérer différemment ces écoles pour permettre que ces élèves aient un meilleur avenir et une meilleure employabilité derrière. Je crois qu'on occulte beaucoup de réalités. Est-ce que c'est parce qu'on se dit tant que ça tient, et puis ça peut peut-être tenir encore 4-5 ans. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution pour l'intérêt général, pour la France, pour les Français. Donc, effectivement, j'espère qu'on va regarder en face les problèmes qu'on rencontre en éducation et enfin s'inspirer de ce qui marche ailleurs, de ce qui marche dans le privé en France, de ce qui marche dans d'autres pays. Et je souligne que les Allemands, ils dépensent 1 point de PIB de moins en éducation et ça marche plutôt mieux, mais c'est géré beaucoup plus au niveau local, beaucoup plus autonomie. Donc là, il y a aussi une question, est-ce que les chefs d'établissement pourraient être de vrais chefs d'établissement, de vrais chefs d'équipe, choisir leurs équipes? C'est un peu là-dedans que le président de la République a commencé à dire qu'il fallait aller dans cette direction quand il est intervenu à Marseille il y a quelques mois. Comme il est intervenu aussi en novembre dernier en disant qu'il fallait travailler plus et qu'on devait avoir moins d'aide ou de chômage quand on refusait des emplois. La question, c'est est-ce qu'on va appliquer ça un jour ou est-ce que ça reste de la communication? À ce stade, je ne sais pas. En tout cas, nous, on fera tout pour que ce genre de mesures s'applique pour aller vers le meilleur pour nous tous. Merci beaucoup Agnès, je pense que c'est une très très bonne conclusion. et on voit que c'est vrai que vous faites un travail extraordinaire et j'espère que… On essaie. Et je suis sûr que c'est déjà utilisé, mais il faudrait que ça soit utilisé encore plus, sûrement, pour que, voilà, que les pouvoirs publics s'en saisissent encore davantage. Oui, les équipes de campagne ont beaucoup travaillé sur nos travaux, sur le livre aussi, hein, ils m'ont tous dit. Après, une personne disait, mais les Français votent Mélenchon. C'est pas vrai, ils votent pas Mélenchon. Les Français, ils sont perdus. Ils ne pensent pas que Mélenchon pourra redresser la situation. Ils ne sont pas spoliateurs. Ils ne sont pas pour qu'on paye 100% d'impôts. Ils savent très bien que ça n'a aucun sens. Donc, je crois aussi qu'il faut redynamiser une offre, digne de notre démocratie en termes d'offres gouvernementales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'impression que ça donne, c'est qu'il n'y a pas de vrai débat de fond sur une grosse partie des sujets. Je pense que beaucoup d'entre nous sommes restés sur notre faim par rapport au manque de qualité du débat public pendant l'élection présidentielle. Donc, ça, c'est pas tolérable. Et on ne peut pas dire ensuite, ah bah, c'est pas grave, il y aura un 3e tour social, ça se fera dans la rue et tout ça. Plus le mandat est clair pour réformer, plus on a eu les débats avant, mieux c'est. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça a été aussi le problème de la guerre en Ukraine. On ne peut pas tout repousser comme faute au niveau du politique. Mais derrière, ça va demander encore plus de pédagogie pour expliquer les choses. Et c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir des débats entre des forces, disons, modérées et gouvernementales. Voilà. Mais je ne crois pas que M. Mélenchon va entraîner une grande majorité des Français avec lui. Voilà, c'est une bonne conclusion. En aussi. tout cas, si c'était lui, on irait vers 5 000 milliards de dettes et un déficit à plus de 10% du PIB. Je ne pense pas que ça enchante les Français. Et une inflation, alors là, encore bien pire que celle qu'on connaît aujourd'hui. Écoutez, merci beaucoup Agnès, c'était vraiment passionnant. Il y a beaucoup de bravo dans le chat. Donc, j'ai vu, c'est super sympa. Donc les membres actifs qui ont participé à la réunion aujourd'hui sont ravis et puis tous les gens qui vont écouter le replay le seront aussi. Merci beaucoup Agnès. Merci à tous, c'est toujours une joie. Merci. Et donc le prochain webinaire, c'est le 9 juin avec Daniel Habert qui va nous parler du nouvel ordre géopolitique mondial. C'est un gros sujet. Voilà. Très bonne soirée. À bientôt.